Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. On va commencer par tout ce qui est graphique, ce qui est la majorité en fait, mais c'est pas grave. Alors, que je les remette dans l'ordre aussi, ça ira mieux. Vous allez voir que, en ce mois de février, j'ai lu quasiment que du manga, il y a juste 2 romans. Ouais, si, 2 romans. Faut que je vérifie si je l'ai noté d'ailleurs, j'ai comme un doute. Bref, donc j'ai lu les tomes 5 à 9 pour le moment de Davis Line. Alors ça c'est de la relecture. Celui-ci c'est de la relecture. Et à partir de celui-ci c'est de la nouveauté. Enfin quand je dis nouveauté c'est que c'est la première fois que je les lis. On va y arriver. Et alors autant vous dire que cette série, mais je l'adore. Honnêtement j'aimerais bien savoir si quelqu'un parmi vous a déjà lu cette saga en respectant les dates de sortie. Parce que je sais pas s'il est possible de la lire en attendant 1 an entre chaque tome. Tellement c'est complexe. Il faut quand même se souvenir de tous les détails dans chaque tome précédent. Et voilà. Je sais pas s'il est en couverture. Ah oui, lui. ce personnage-là m'a étonnée dans ce tome-là. Il y a des retournements de situation de dingue. Il y a des choses qu'on apprend absolument incroyables. Des choses. En fait, c'est dans. Je crois que c'est dans ce tome-là. L'un de ces deux-là, en tout cas. L'un de ces deux-là, puisque c'est ce que j'ai lu aujourd'hui. Où on apprend des choses et qu'on considère comme acquises depuis le début de la saga. Et en fait, non. C'est pas du tout comme ça. Des choses à un moment donné où on nous dit c'est comme ça, et dans 2-3 tomes plus loin, non, en fait, non. Donc c'est un jeu de pistes, il faut suivre chaque personnage, chaque chose qu'ils disent, observer chaque vignette, on va dire ça, enfin chaque case, il faut les observer dans le détail, enfin c'est juste incroyable, les personnages évoluent en plus hyper bien. Lui c'est mon chouchou, mais je pense que je vais être très étonnée par la suite par ce personnage, je sais pas pourquoi, il y a un truc chez lui qui m'interpelle. Yuki, voilà, c'est le personnage central quand même. Personnage torturé. Mais pas la Edward Cullen, hein, je vous rassure. Torturé dans le sens où il a vraiment peur de faire du mal en fait. Mais sinon, c'est quelqu'un de très bien. J'aime beaucoup cette jeune fille, cette jeune femme dont je me souviens plus du nom. La pauvre. Heureusement qu'il y a un rappel des personnages au début. Tsukasa, oui, voilà, Tsukasa. En fait, tous les personnages ont leur importance dans cette saga. Il n'y en a pas un acheté, il n'y a pas un qui sert à rien en fait. C'est. En fait, je vous explique, quand je vais chez mes parents le samedi, j'ai toujours envie. Je prends toujours des livres avec moi. Normalement, j'ai un service presse à lire. Mais je suis tellement dans Davis Line en ce moment que j'arrive pas à lire autre chose. Du coup, j'en avais pris que 2 tomes. J'ai dit, sois raisonnable, prends-en que 2. J'ai failli en prendre 3. J'ai dit, non, prends-en 2 parce que. Déjà, si t'arrives à en lire un, ce sera déjà très bien. Quand j'ai fini de lire les 2 premiers tomes ce matin, j'étais en mode pourquoi j'ai pas pris la suite. Ça a fait rire mon père. Je lui dis pourquoi j'ai pas pris la suite. Et en fait, au regard de ce qui est arrivé après, j'aurais jamais eu le temps de lire autre chose en fait. Donc, mais franchement, c'est ma recommandation. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos précédentes, c'est un monde dans lequel les vampires existent. Ils ne sont pas montrés réellement à la société jusqu'au jour où il va y avoir une sorte d'attentat où des gens vont provoquer une attaque de vampires malgré lui. Et du coup, les gens vont vouloir que les vampires soient tués ou qu'il y ait des lois vraiment très précises pour pas qu'ils puissent faire de mal, ce genre de choses. Enfin, vous voyez, le genre de truc, discrimination quoi. Et on voit tout ce qui a été fait en fait pour qu'on en arrive là. Et l'après aussi, les conséquences. Et je trouve ça hyper bien. Et c'est waouh. Il y a des personnages hyper touchants. Il y a des personnages. Celui-là m'intrigue beaucoup. Pour moi, je l'ai mis dans le case méchant. Et c'est tellement plus complexe que ça. C'est ça que j'adore. C'est que tous les personnages, on ne peut pas les mettre que dans une seule case. On est obligé. Ils sont hyper complexes, hyper travaillés. Enfin, j'adore. Je suis fan. Voilà. C'est tout. Ensuite, Alpis the Soul Sender de Rona, si je me souviens bien. Voilà. Aux éditions Kion.
J'ai pas dit pour l'autre, mais c'est les éditions Kana. Voilà. Désolée, j'ai pas dit. Alors, ici, on suit Alpi, qui est une Soul Sender. Son rôle est de permettre aux âmes des esprits divins de partir, en fait, parce que tant que l'âme de l'esprit divin ne part pas, le corps, en fait, va pourrir toute la terre et la ville où il se trouve, en fait, au fil du temps, au point que les habitants pourraient être obligés de déménager, de changer de vie, de ville, pardon. Et elle, en fait, elle va partir, elle part en voyage pour ça. Sauf qu'à la base, elle est partie pour retrouver ses parents et elle suit en fait le trajet que ses parents ont effectué en fonction des lettres qu'elle a reçues de leur part. Donc elle est très jeune et les graphismes déjà sont de toute beauté. Et en fait, quand j'ai vu le principe, alors déjà quand je vois ça, ça me rappelle Princesse Mononoke, le principe de la pourriture qui s'installe quand un esprit divin meurt sur la terre, donc écologie, tout ça, enfin vous voyez l'esprit derrière, ça m'a trop rappelé Princesse Mononoke, c'est le même principe. Et le principe qu'elle défend les esprits divins, qui sont tous rattachés à un élément, pareil, ça m'a rappelé Princesse Mononoke. Je sais pas si c'est volontaire de la part du mangaka, mais ça m'a trop rappelé ça. Et je trouve les graphismes de toute beauté. Il y a eu j'avoue que... Alors c'est un tome 1. Je vous explique pourquoi je précise ça. Parce que quand vous lisez le tome 1, la plupart des passages sont hyper intrigants, hyper intéressants. Et il y a eu 2-3 scènes, parce que Alpi, ça reste une enfant en fait. Donc elle a ce comportement très enfantin où les gens regardent genre, elle, une Soul Sender. Très drôle. Et bah si. Et à côté de ça, il y a eu ces scènes-là, je me dis, dommage, ça casse le côté hyper intéressant et intriguant de la saga. Et... Enfin... J'étais un peu partagée sur 2-3 scènes. Et en fait, en lisant le manga, vous dites, tiens, il y a un truc qui se passe quand même. Du coup, j'ai acheté la suite. Évidemment. Voilà. J'ai acheté la suite. Vous n'en saurez pas plus. Non, franchement, c'était hyper chouette comme manga. Voilà, en termes de graphisme, c'est hyper joli. Et alors, j'aime bien parce que sur les couvertures directes, vous avez le nom d'esprit divin et ce à quoi ils servent. Et, enfin, leur pouvoir du moins. C'est hyper joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai hâte de lire la suite et de voir parce que il y a des scènes, honnêtement, où je me suis dit, waouh! La gamine a ce côté très paradoxal, genre, bah, oui, c'est une enfant. Et à côté de ça, quand elle est dans son rôle de Soul Sender, elle y est à fond, quoi. C'est pas la même personne. C'est jour-nuit. C'est... Elle est super jolie. Bref, on va passer au suivant. Petit canard blanc, une enfance en Chine de Yuna et Andrés Vera Martinez aux éditions Urban China. Alors les éditions Urban China sont en pause à vérifier s'ils vendent toujours leurs livres ou pas quand même. Ça je sais pas du tout. Là c'est un one shot, vous pouvez y aller. Donc c'est plus une BD qu'autre chose. En termes de graphisme, voilà. Et c'est vraiment ce qu'a vécu Lyuna. C'est quand elle était jeune. Elle avait 4 ans au moment de la mort de Mao. Et ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée, c'est que c'est fait avec beaucoup de simplicité. Sans mettre en avant la Chine. Je veux dire, son but n'est pas de vendre la Chine, son but c'est juste de raconter son enfance. Et comment c'était à cette époque-là en Chine. Parce que comme elle explique à la fin, elle est née à une période où c'était la génération qui était entre la modernité et la tradition. Entre les deux, vraiment entre les deux. Contrairement à l'ancienne génération, où elle explique d'ailleurs des choses que ses parents lui ont racontées, et c'est assez dingue. Enfin, j'ai beaucoup aimé, il y a des traditions qu'elle raconte aussi dedans, il y a un lexique à la fin qui, bon, il y a des choses qui sont vraiment utiles, il y a d'autres choses... Bon, par contre, oui, alors ça, franchement, je l'ai choisi au bon moment parce que ça se passe dans la ville de Wuhan. Je vous le donne en mille. Non, non, on parle pas Covid, je vous rassure. Pour une fois, justement, qu'on n'en parle pas à cause du Covid. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, justement, sur les différences entre la ville et la campagne, sur... par exemple, sur la nourriture.
la relation des Chinois avec la nourriture. On ne gâche rien en nourriture, on ne jette rien. Il est interdit de quitter la table tant que t'as pas fini ton assiette. C'est dingue. Et ouais, sur les traditions, il y a beaucoup de choses. Par exemple, la tradition des feux d'artifice en Chine, on en parle tout le temps, mais on ne sait jamais pourquoi. Pourquoi c'est aussi important pour les Chinois. Et là, ils en parlent dedans. J'ai dit, tiens, je savais pas, ça aurait été bien d'en parler un peu plus souvent. Il y a ça le jour de Lei Feng, qui est hyper intéressant. Je connaissais pas du tout ça non plus. C'est. Bon, il y a forcément le passage sur les rizicultures. C'est vraiment un regard très nostalgique sur cette Chine-là, je trouve. C'est pas la Chine d'aujourd'hui, je pense. Je pense pas du tout. Mais ouais, 8 petites histoires. C'est ouais, des formes de nouvelles autour de son enfance, en fait. C'est ça. Bref, j'ai beaucoup aimé. C'était hyper touchant et... Enfin, voilà. Ensuite, ouais, Des souris et des hommes de Steinbeck. Alors honnêtement, j'ai eu un peu peur de le lire parce que moi, dès que c'est des classiques, je suis toujours en mode... Ouais, ouais. On va voir ce que ça donne. Bon, là, c'est hyper fin. Et en fait, je l'ai lu, j'ai pas à dire d'une traite parce qu'il est très intense. En fait, il y a beaucoup de dialogues, ça c'est vrai. Et en même temps, il est hyper intense émotionnellement, je trouve. On suit Lenny et Georges. C'est deux hommes qui vont partir travailler quelque part, je ne sais plus où. Sauf que l'un est petit et très intelligent, très, voilà, très sociable, on va dire. Et Lenny, en fait, il est très grand, très costaud, mais il a la mentalité d'un enfant. Il n'a pas conscience de ça, il se retient jamais rien. Donc Georges est obligé de le prendre en charge, en fait, au final, c'est ça. Par contre, il est très bon pour les travaux manuels. Du coup, voilà, travailler dans une ferme, quelque chose comme ça. Et c'est un peu cette histoire-là. Comment Georges va faire pour essayer d'aider Lenny tout au long du livre. Ce livre m'a marqué, c'est le genre de livre qui vous fait réfléchir, en fait. Parce que Lenny, quand vous le rencontrez dans le livre, il est hyper touchant. Puis il y a eu une phrase où j'ai dit ce mec est hyper bizarre. Pourtant, on vous explique très bien que il a la mentalité d'un enfant. Sauf que vous voulez pas l'accepter. Vous dites le mec, il a un corps quand même. Il est hyper grand, hyper costaud. Enfin, et il y a ce paradoxe total entre les deux. C'est effarant. Et tous les personnages qu'on rencontre au fil de cette histoire sont hyper intéressants. Il y en a un, dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de le tuer. Il y a la seule femme présente, on pourrait le reprocher aujourd'hui, je pense. Mais finalement, on n'a jamais su si c'était vraiment une femme mauvaise ou pas. Enfin, comment vous parlez de ce livre sans me dire la fin? La fin m'a profondément touchée. J'ai dit à ma mère, je l'ai lu. Je lui ai dit, tout ce que j'en retiens, c'est la tristesse qui en ressort à la fin. J'ai trouvé ce livre tellement dur sur la fin. Et en même temps, je pense que ça pouvait pas solder par notre fin. Ça pouvait pas finir autrement. Et le seul défaut de ce livre, c'est ce que j'ai déjà dit et je vais me répéter encore, c'est l'introduction. Où on vous parle de tous les livres qu'il a écrits d'autres. Moi, je m'en fous, je veux pas que tu me parles de la vie de l'auteur, je veux pas que tu me parles de ses livres, que tu me dises ce qu'il y a dedans. Je veux juste rentrer dans une histoire et rien d'autre. Rien d'autre. C'est pas ce qu'on te demande. Enfin, c'est quoi cette volonté de vouloir faire une analyse des œuvres d'un auteur sans le connaître? Je veux dire, ça tombe, c'est pas du tout ce qu'il a voulu écrire. Enfin. Par contre, j'ai découvert quand même l'écriture de Joseph Kessel parce qu'il y a un autre truc juste avant de Joseph Kessel et je vais le lire cette année en principe. Donc j'ai déjà moins peur de lire, c'est déjà bon signe aussi. Mais ouais, ce livre, c'est un chef-d'œuvre. Je comprends qu'il ait reçu le prix Nobel parce que vous pouvez pas rester insensible face à un livre comme ça aussi intense émotionnellement. C'est je sais pas comment l'expliquer. C'est tellement compliqué de parler d'un livre qui se lit aussi rapidement, où tout s'enchaîne très rapidement. Ça dure genre sur 2-3 jours, je crois, l'histoire. Wow. C'est quelqu'un, en fait, Lenny, c'est quelqu'un de très attendrissant qu'on a envie de prendre dans ses bras, de lui dire tout va bien. Et en même temps, on sait qu'on peut rien faire pour lui.
C'est un peu ça l'idée. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus touchée. Georges aussi, parce qu'à sa manière, Georges a dû prendre des décisions malgré lui et qu'il n'avait pas forcément envie de prendre. Bref, je vais passer au livre suivant. C'est pas un livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un livre soit il nous touche, soit il nous touche pas. C'est... voilà. Et dernier, le service presse, où je sais pas comment je vais vous en parler. Le jardin interdit de Kim Daeun aux éditions Atelier des Cahiers. Il faut que je fasse la chronique écrite et je pense que d'en parler à voix haute, ça va peut-être m'aider. Roman historique qui se passe pendant l'occupation japonaise entre 1910 et 1945. L'autrice met en scène le nouveau gouverneur nippon. Ouais, je vais lire le résumé, c'est très bien. Qui décide de faire appel aux géomanciens du Joseon, donc c'est la période historique concernée, qui détiennent un corps de technique nommé Pungsu. Je vous dirai après ce que ça veut dire. Ça le dit juste après. Cette tradition très ancienne, respectueuse des sites et de l'ordre de l'univers permet de trouver le lieu de concentration du ki, force vitale et énergie cosmique. Il permet ainsi de déterminer le site idéal pour construire une résidence ou un tombeau. Sauf que justement, c'est l'histoire de ce livre, entre autres. Il n'y a pas que ça. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le livre parce que malheureusement, je n'ai jamais mis les pieds à Séoul. Donc le palais dont il parle, c'est le palais emblématique de Corée en fait. Qui a été partiellement détruit par les Japonais pour installer la maison du gouverneur. Aujourd'hui, c'est la Maison Bleue. Pour faire simple, la Maison Bleue, c'est la maison du président sud-coréen. Et en fait, j'arrivais pas à visualiser. C'était ça mon gros problème, c'est que c'est hyper bien écrit, mais j'arrivais pas à visualiser. Il n'y avait pas de photo à l'intérieur. Il y a une carte en fait, si vous voulez, si je la trouve ou pas. Voilà. Allez ici. Le problème, c'est que les photos en fait existent, elles sont sur le site internet de la maison d'édition. Pur hasard, si j'ai été voir sur le site de la maison d'édition, c'était pas pour ça que j'y allais à la base, mais ça m'a aidé. Mais sauf que je l'ai vu après ma lecture. Mais du coup, ça m'a fait un genre de ah ouais, d'accord, j'ai tout. Voilà, maintenant je visualise tout. Ok. Mais je me suis dit, c'est dommage, il aurait fallu le mettre dans le livre, je pense, pour visualiser un peu plus. Ne serait-ce qu'à un moment donné, vous avez un géomancien coréen à qui fait appel le gouverneur, et il se balade à l'intérieur du palais, enfin dans la cour intérieure, et il y a le trône du roi. Et les Japonais ont mis 2 drapeaux japonais. Sauf que le soleil, au Japon et en Corée, n'ont pas forcément la même signification. La même symbolique, pardon. Et c'est justement ça toute la complexité de ce livre. C'est que on a justement ces 2 cultures qui n'ont aucun rapport, qui se rencontrent. Donc il faut que le géomancien coréen explique au gouverneur japonais ce que pour les Coréens ça a comme signification, sauf que lui il va avoir une autre représentation des choses. Imaginez un peu le... voilà. Après il faut suivre, hein, ça c'est sûr. Il y a des discussions qui ont lieu, on apprend des traditions coréennes qui sont pas comprises par le Japon. Du coup le Japon ils ont une autre vision justement de ces traditions, ils disent oui la tradition de base est bonne, mais nous pour éviter ce genre de choses on va faire comme ça. C'est très compliqué d'en parler, de vous donner envie de le lire, parce que c'est hyper intéressant sinon. Parce que justement, vous suivez Kim, qui doit justement donner le lieu propice, un lieu propice en fait au gouverneur, sans savoir pourquoi il veut un lieu propice pour construire quel type de bâtiment. Et à côté de ça, vous suivez l'histoire d'une jeune femme dont j'ai oublié le nom. Si je la retrouve... je vais pas la retrouver. Je me souviens plus du nom de cette jeune femme. Cérine, voilà. On suit Cérine en fait qui est chargée d'une vente, d'une sorte de vente aux enchères. C'est les débuts de la vente aux enchères en fait pour des missionnaires américaines. Et sauf qu'elle a le malheur de ressembler à une jeune femme qu'a rencontré Haruki, qui est l'équivalent d'un ministre de la culture de l'époque, mais pour le gouvernement japonais évidemment. Et sauf que la jeune femme qu'il avait rencontrée, il en est tombé fou amoureux et il la cherche partout. Et quand il va voir Cérine pour la première fois, il va la prendre pour cette femme, après il va se dire non, non, elle se ressemble très fortement mais ça s'arrête là. Et ça va aussi
tout se recoupe au bout d'un moment, hein. Tout se recoupe, je vous rassure. Ça paraît très compliqué, mais vous avez plusieurs histoires les unes en face des autres qui se recoupent à la fin. Le dernier chapitre vous explique tout. Vous dites oh, j'aurais jamais compris. Moi personnellement, s'il n'y avait pas eu le chapitre final, j'aurais pas compris toute l'ampleur de ce livre. Il y a eu un personnage qui m'a beaucoup intriguée aussi, c'est un patron d'un bar, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, ça doit être un restaurateur ou un bar, quelque chose comme ça. Et en fait, le gouvernement japonais ne sait jamais s'il peut lui faire confiance ou pas. Donc ils vont chercher ces infos auprès de lui en disant est-ce qu'il est pro ou anti-japonais. Parce que c'est aussi la grande question autour de ce livre, c'est quel personnage va être pro ou anti-japonais. Sachant qu'on apprend des choses sur ce que les Japonais ont fait subir aux Coréens pendant toute cette période. C'est juste horrible. Il y a eu un paragraphe. J'ai dit heureusement qu'il n'y a qu'un seul paragraphe, parce que là, pour vous la faire simple, vous voyez la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'ils ont fait les Allemands sur certaines personnes, les expériences qu'ils ont faites? Pas ils ont fait ça, les Japonais aussi, mais sur des Coréens. Ou des Chinois aussi. Ils l'ont fait sur les deux types de population. Bref, c'était hyper sympa. Ça dure qu'un paragraphe, je vous rassure, mais il faut l'encaisser. Et en plus, on s'y attend pas à tomber là-dessus, honnêtement. Je me suis pas attendue du tout à ça. Mais c'est hyper intéressant, c'est très instructif. Ça donne une vision des choses, une vision de la complexité des relations entre les pays asiatiques encore plus claire. C'est aussi ça qui est hyper intéressant. J'arrête pas de me répéter avec ce mot, je suis désolée, mais... Et j'ai vu qu'une personne, elle l'avait lu, je ne connais pas du tout cette personne, c'est sur un groupe de lecture de livres de littérature asiatique, majoritairement coréen, et elle disait, mais je l'ai adoré. Je dis oui, mais moi le problème justement, c'est ce que je vous disais, c'est par rapport à ça. Et elle disait, bah oui, moi c'est pareil. Elle a eu du mal à visualiser en fait, mais le reste, c'est... Le seul défaut de ce livre, c'est là, ça. De visualiser le fameux temple, quelle est la partie du jardin, enfin le jardin interdit, c'est justement le lieu qui va être la clé en fait de toute l'histoire. J'en dis pas plus sur ce lieu, je pense que le mieux c'est de le découvrir, mais j'étais... Ouais, j'avais du mal à me dire là leur talenterie, parce que moi en fait ce qui est bien, c'est que, vive les dramas coréens, c'est que je voyais la porte, je voyais le bâtiment au fond, la cour je la visualisais à peu près parce que pareil, vive les dramas coréens. Mais après c'était tout, sauf qu'on vous parle à un moment d'un côté les bâtiments extérieurs qui sont consacrés au prince, d'autres qui sont consacrés aux concubines, d'autres qui sont consacrés à la reine, un lieu qui est consacré qu'au roi, il n'y a que le roi qui peut y aller. Et sauf que moi je pensais pas que c'était aussi immense en fait. Enfin bref, voilà. Ah, vous voyez, c'est au dos, vous avez une idée aussi. La couverture aussi, je pense, c'est une bonne idée, mais après, c'est hyper compliqué. Du coup, j'étais allée sur Google Maps voir, alors je vais me balader dans les rues de Séoul. Comme si ça pouvait m'aider. Parce qu'on peut pas rentrer aussi loin, même avec Google Maps. Ce qui est logique, c'est quand même la maison du président, donc, enfin, ce qui est devenu la maison du président. D'ailleurs, pour info, j'ai appris dans le livre que le président sud-coréen actuel, par respect pour la Corée du Sud, il voulait déménager ses bureaux. Parce que c'est un terrain qui est poissard. Au regard de ce que j'ai lu, je dis oui. En fait, tous les présidents qui sont installés depuis en Corée du Sud ont tous eu la poisse. Prison, meurtre, voilà. Et tant que le président voulait déménager, il a eu de la chance, et maintenant que il peut plus, pour l'instant il n'y peut pas, il a d'autres préoccupations qui semblent évidentes, et maintenant il a la poisse. Ce lieu est vraiment maudit. Alors pour comprendre pourquoi c'est maudit, il faut lire le livre. Tout est expliqué dedans. J'ai dit, ah oui, je comprends la volonté du président de se tirer de cet endroit. Je suis étonnée qu'il n'y en ait pas un qui ait eu l'idée avant. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire qu'il va falloir que je fasse une chronique là-dessus, que je ne sais pas du tout comment je vais écrire ça. Pas du tout. Sakura, je m'en souviens même pas de ce personnage. Je me demande si c'est pas l'espion là, ou je sais pas quoi. Le patron Han, c'est lui que j'aimais bien. On ne sait pas s'il est gentil ou méchant. C'est très intelligent comme écriture quand même. Et construction, elle est très intelligente. Par contre, je vous le dis, ça va pas être accessible pour tout le monde, je pense. Sincèrement, c'est hyper intéressant, mais
difficile d'accessibilité. Enfin, difficile d'accès. Oh, pardon, je suis désolée. Ça m'a fatiguée cette chronique. Sur ce, j'espère que ça a été clair ou pas. Sinon, bah, faudra aller voir sur la chronique écrite. Je serai peut-être un peu plus... Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Salut!